Bonjour à tous, aujourd'hui je prends quelques minutes pour répondre aux nombreuses questions que vous m'avez posées sur YouTube. Et donc déjà merci, un grand merci à tout le monde parce que la chaîne a été très suivie lors de ce confinement. C'est vrai que le virus a peut-être permis à beaucoup de prendre le temps pour eux et puis aussi le temps de se poser certaines questions, notamment par rapport à la spiritualité, par rapport à l'hypnose régressive, et se sont intéressés à tout ce que l'on pouvait faire. Donc déjà un grand merci parce que ça a vraiment explosé. Donc merci, c'est encourageant en tout cas pour nous. Peut-être aussi le fait que certaines choses avaient été annoncées et que ça a rendu crédible vu que ça s'est produit. Alors malheureusement, ça s'est produit. Par exemple, le virus, on l'avait déjà vu sous forme d'un égrégore et puis d'un espèce de nuage qui allait venir sur nous. On ne savait pas à l'époque que ce serait une maladie, mais en tout cas, on avait vu quelque chose. Il me semble que la vidéo, c'était l'ascension a commencé, il me semble. C'est vrai que par exemple les vaccins qui sont en train d'être mis en place, on l'avait dit très très tôt que les vaccins étaient déjà là et que avant même que l'épidémie avait commencé, ils avaient déjà quelque chose à proposer et que ça allait arriver dès que l'épidémie aura fait donc le tour du globe. Et c'est vrai que là, elle est en train de, les gens commencent à être déconfinés aux États-Unis et le vaccin arrive. Bill Gates l'a proposé récemment et on se questionne d'ailleurs pour savoir qui l'aura en premier, ce vaccin. Et je me souviens que j'ai reçu beaucoup de messages en disant mais non, c'est ridicule, le vaccin il faut 2 ans pour juste avoir un prototype, donc ça veut dire que ça ne peut pas être juste après la maladie, ce sera forcément en 2023, quelque chose comme ça. On a dit bah, nous on dit ce qu'on voit, hein, on n'invente pas, même en plus on donne vraiment beaucoup de pincettes sur ce que on voit sur le futur, en disant que ce ne sont que des probabilités, mais quand les probabilités reviennent en permanence ben, on peut faire que état de tout cela et que tout le monde voyait que ce vaccin arrivait à grands pas et que c'est annoncé en tout cas en ce moment que apparemment beaucoup de laboratoires auraient déjà trouvé et auraient déjà commencé des tests sur les humains directement. C'est intéressant aussi de voir comment le traitement d'information par rapport à l'hydrochloroquine qui a été découverte par le professeur Raoult et qu'on a trouvé 1000 excuses pour ne pas l'utiliser, alors que pourtant c'est un spécialiste, il a trouvé des... Personne n'a vraiment en tout cas sur les médias, essayer de prendre ça comme voyons ce qui pourrait être arrivé. Et maintenant qu'on propose les vaccins, personne ne remet en question, comme ça a été remis en question pour ce traitement, des possibles effets secondaires ou des possibles problèmes à venir. Bon, on sait déjà, hein. En tout cas, on espère que tout ce qu'on voit ne se réalise pas forcément. On répète que c'est jamais fixe et que ce ne sont que des possibilités notamment sur ce qui, bon, la crise économique, ça n'a pas l'air d'être une vraie révélation, étant donné que tout le monde l'annonce depuis très longtemps, notamment les économistes, et que autrement, par exemple, ce qui pourrait se passer en Israël, on espère que ça ne se produira pas et qu'on va œuvrer pour que tout se passe au mieux possible. Donc voilà. Alors sur toutes les questions qu'on m'a posées, effectivement, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Certaines mériteraient d'être vues en hypnose. Je ne connais pas même un ébauche de réponse, étant donné qu'il faudrait vraiment aller voir lors d'une enquête. Alors ces questions-là, je les ai posées dans ma liste d'enquêtes qui devient assez longue. Alors n'attendez pas non plus une enquête assez rapidement par rapport à vos sujets que vous avez proposés. Mais c'est vrai que certains reviennent avec insistance, donc on trouvera un moment pour pouvoir faire ces enquêtes et aller voir ce qu'il se trame en coulisses. Je vais répondre aujourd'hui seulement aux questions où on a déjà une ébauche de réponse ou alors on a déjà pu rencontrer ce genre de situation dans les enquêtes. Il faut savoir que non seulement donc on propose des enquêtes sur Internet, sur YouTube, mais il y a aussi beaucoup d'enquêtes qui sont avortées ou non publiées, des enquêtes, des recherches entre nous, ou autrement des sessions clients dans lesquelles on a des informations qui peuvent être intéressantes. Donc je ne peux répondre que c'est sur cette partie-là. Donc les questions où j'ai un ébauche de réponse, je peux en tout cas juste vous dire ce que par rapport à ce sujet, je connais ou j'ai pu rencontrer lors des sessions. Voilà. Je vais commencer donc avec une première question qui est comment se connecter aux êtres bienveillants autour de nous sans risque. Alors c'est vrai que de fait, je me méfie beaucoup de ce qu'on appelle des guides. On a déjà fait une session là-dessus. Non pas que les guides n'existent pas, non pas que les êtres bienveillants n'existent pas. D'ailleurs, il en existe beaucoup qui sont là et tout à fait disposés à venir nous répondre à nos questions. Mais ce que l'on met en garde, c'est souvent cette routine que les gens peuvent avoir de aller se connecter à leur guide ou alors se connecter à un archange, à un ange, peu importe le nom qu'on leur donne.
Non pas que les réponses seront pas bonnes, non pas que, en fait, le fait de tout le temps appeler l'extérieur à l'aide pour nous, ou en tout cas pour avoir des réponses, se crée une sorte d'habitude et qui, le moment venu, peut être très embêtant pour la personne en question. C'est-à-dire que si à force on pose la question, qu'est-ce que je dois faire comme choix professionnel, qu'est-ce que je dois faire pour ceci, qu'est-ce que je dois faire pour cela, déjà on perd un peu son pouvoir, nous. Les êtres au-dessus qui sont bienveillants, en général, au bout d'un moment, commencent à lâcher l'affaire en se disant, mais on ne peut pas répondre en permanence, on n'est pas une sorte de béquille pour assister en permanence. Donc en général, les questions deviennent, les réponses deviennent plus floues après par la suite. Mais c'est aussi que lorsque, pour arriver à un gros problème, par exemple, si vous avez des enfants et que une voiture arrive et va percuter votre enfant, en un quart de seconde, vous allez appeler à l'aide. Vous allez avoir cette habitude d'appeler à l'aide, et là, des interférences peuvent se manifester. Euh, et aussi dans cette relation, c'est vrai que pour des êtres qui voudraient interférer, c'est très facile, c'est du pain béni que d'avoir une sorte de relation avec des guides au-dessus et prendre l'habitude de leur parler, car ils peuvent se matérialiser comme des guides et sous cette confiance que l'on a donnée à des guides, venir s'incruster et proposer de l'aide, qui sera de l'aide dans un premier temps, mais au bout d'un moment deviendra quelque chose de manipulant. Donc voilà, c'est pour ça que en général on vous dit en tout cas, moi, j'essaie de dire, mais finalement, on n'a pas forcément besoin. Aller voir une fois de temps en temps dans des cas très très précis et de faire attention à prendre avec des pincettes toutes les informations qui sont données, mais qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui intervienne trop régulièrement. Et ça, c'est important de le prendre en compte. La question aussi sous-entend de savoir comment on peut vérifier que les êtres que l'on a en face de nous sont des êtres bienveillants. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs techniques pour ça. La première, c'est de vérifier dans les yeux. C'est-à-dire que dans l'astral, dans l'éther, les êtres ont la possibilité de prendre la forme qu'ils veulent. C'est-à-dire ils sont informes, donc ils peuvent se matérialiser dans la forme qu'ils veulent et ainsi peuvent se matérialiser sous les formes que on aimerait qu'ils aient. Prendre la forme d'un proche, prendre la forme d'un guide, d'un être, d'un Jésus par exemple, de Bouddha, peu importe ils arrivent à s'adapter, lire dans nos pensées et savoir ce que l'on aimerait avoir en face de nous. Et ils vont arriver parfaitement avec l'image que l'on aimerait avoir d'eux. Et en regardant dans le fond des yeux, en fait, on va concentrer notre attention et ça va faire disparaître en fait le masque, ou en tout cas l'apparence qu'ils veulent donner d'eux, et soit apparaître comme une boule de lumière, soit comme une autre espèce, ou soit exactement comme ils le sont. Et donc, c'est une première façon de le faire. Autrement, il y a la possibilité de sonder par le cœur pour connaître les intentions en fait de la personne. Ainsi, même s'il y a un voile ou en tout cas une apparence qui est donnée, il est possible donc de sonder les intentions de la personne et donc de ne pas se faire avoir. Il y a aussi la possibilité, souvent on dit, de toucher du bout du doigt, de prendre l'information éthérique de ce que l'on a en face de nous. C'est une façon aussi assez bien. En général, on adapte les possibilités car il faut savoir qu'il y a certaines entités, par exemple la fausse lumière a la capacité justement de, quand on voit dans ses yeux, d'être plus forte que nous et de pouvoir toujours nous maintenir dans une illusion. C'est vraiment une de ses caractéristiques, vraiment vibrer très très haut. Aussi, il y a par exemple lorsqu'on sonde, qu'on a affaire à, par exemple à un poulpe, eux, il faut savoir qu'ils ont la capacité de monter très très haut dans les fréquences et aussi de descendre très très bas. Ainsi, ils s'adaptent aux fréquences et on peut avoir de bonnes vibrations émanant de cette chose, alors que pourtant, il s'est juste adapté en fait à nos vibrations à nous. Et des fois, inversement, en prenant l'information avec le doigt, on peut être biaisé et puis ne pas avoir la vraie forme ou les vraies informations. Donc c'est pour ça qu'en général, on en fait au moins deux, car pratiquement aucun n'a la capacité de contrer toutes les solutions pour prendre, en tout cas pour duper le télépathe ou la personne qui prend l'information. Voilà, c'est comme ça que l'on fait. Deuxième question. Comment sont vus les avortements dans l'au-delà? Alors, c'est une bonne question, étant donné que notamment la religion apporte beaucoup de jugements en fait par rapport à cette pratique, en plus des jugements qui sont souvent contre la mère et laisse un peu de côté la place de celui du père ou en tout cas de celui qui a fécondé. En tout cas, il n'y a pas de jugement dans les terres, en tout cas,
ils connaissent les intentions. Vu qu'ils arrivent à lire clairement dans nos cœurs, dans nos intentions, ils savent très très bien si c'est un accident, si c'est peu importe la raison. En tout cas, ils sont tout à fait au fait de ce qu'il en est. Après, il faut savoir comment fonctionne la prise d'incarnation par rapport au fœtus. C'est d'ailleurs très très intéressant de savoir qu'il y a plus de, disons qu'il y a une liste d'attente, ou en tout cas il y a plusieurs prétendants pour un seul corps. C'est intéressant quand on va regarder par exemple un fœtus, de voir qu'au tout début, donc il n'y a pas de prise de position, en tout cas de liste d'attente, mais au bout d'un moment, certaines âmes se portent volontaires et font une sorte de réservation pour le fœtus. C'est intéressant d'ailleurs de faire tout ce processus-là d'une femme enceinte et puis de voir comment ça, mois après mois, tout cela se gère. Et en fait, en fonction des fréquences de la mère, là pour le coup le père est un peu exclu, mais en fonction des fréquences de la mère, et ben le fœtus en tout cas le candidat, l'âme candidate qui sera choisie sera celle qui sera en plus en harmonie avec la fréquence de la mère sur le moment où en fait pendant son accouchement. Donc c'est intéressant de voir que pour un fœtus, il peut y avoir par exemple 8 prétendants et que ça va d'une âme qui est complètement interférée, qui n'a pas du tout choisi d'être dans ce corps, qui est propulsée là par d'autres entités qui aimeraient avoir une incarnation. Il y en a plusieurs comme ça, et puis d'autres qui vont être très bienveillants, qui viendraient comme des volontaires venir aider à l'ascension de la Terre. Et c'est intéressant de voir comment la mère et les fréquences qu'elle peut avoir vont finalement orienter et mettre un curseur. Et certaines réservations peuvent finir par être annulées, voyant que les fréquences ne correspondent pas, et inversement. Et à la fin, va faire un choix pour une âme, une partie éthérique en particulier. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose de formidable que de pouvoir assister ou en tout cas de regarder toute l'évolution. Je suis bien placé en ce moment pour pouvoir le dire, d'accueillir un petit être dans ce monde et de pouvoir voir comment le processus se crée et comment est choisi euh, l'âme en question. Donc voilà. Troisième question. Le couple est-il une croyance culturelle ou existe-t-il d'autres possibilités? Alors, effectivement, oui, c'est une croyance. Quand on va sur d'autres planètes, d'autres dimensions, cette notion de couple, en tout cas un homme, une femme, n'existe pas forcément. D'ailleurs, le fait juste d'avoir un homme, une femme n'est pas forcément une chose qui existe sur d'autres planètes où tout le monde, beaucoup de planètes n'ont pas de genre, par exemple. On peut avoir des énergies plutôt féminines, plutôt masculines, mais il n'y a pas, comme nous, quelque chose de binaire avec homme ou femme. C'est intéressant de voir qu'aussi il y a des créatures qui justement ont la capacité d'enfanter elles-mêmes, comme il existe par exemple avec certaines espèces animales. En tout cas, oui, forcément, c'est une croyance d'avoir un compagnon et de le garder toute sa vie. Euh, Cela dit, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner et beaucoup d'exemples de personnes qui veulent avoir une relation de couple sans forcément être homme-femme, mais peuvent être en ami, peut être en père-fille, enfin dans une question de famille ou alors enfant dans la même famille. Et aussi la question des animaux de compagnie. C'est aussi quelque chose de très beau des fois que l'on peut voir, c'est que des animaux de compagnie décident sciemment de s'incarner pour être à côté de la personne en question, pour pouvoir être vraiment à ses côtés. C'est intéressant de voir que finalement, des fois, sur plusieurs vies, cet animal de compagnie a pris plusieurs formes pour pouvoir être régulièrement à côté de la personne en question. Et c'est assez émouvant, en fait, de se rendre compte de ce genre de choses, de voir que, à leur niveau, ces animaux de compagnie font sciemment le choix d'être à côté de cette personne. Ça peut être. Donc voilà. Quatrième question. Est-il réalisable de récupérer des connaissances acquises lors de nos vies antérieures? Alors oui, tout à fait, oui, c'est possible de récupérer nos connaissances. C'est d'ailleurs une belle expérience. Faut savoir que l'hypnose régressive assistée d'un télépathe n'est pas forcément la meilleure solution pour ça. La meilleure des solutions passe par la méditation, mais aussi par l'hypnose régressive ou l'auto-hypnose. L'hypnose régressive, mais alors plus classique, c'est-à-dire avec
on se fait hypnotiser, on est donc allongé à côté de l'opérateur qui va proposer en tout cas vous emmener dans une vie antérieure. Et là, il faut savoir que lorsqu'on fait l'expérience nous-mêmes, il y a beaucoup plus d'informations et aussi des informations qui sont innommables. C'est-à-dire que souvent la difficulté pour le télépathe n'est pas forcément d'avoir l'information, mais de pouvoir mettre des mots et sur toutes les informations qui arrivent. Et des fois, c'est vraiment une avalanche d'informations où on a des ressentis, et souvent on peut continuer la discussion avec le télépathe une fois que l'hypnose est finie, car il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui tombent sur ce qu'il s'est passé, toutes les expériences qui ont été visualisées. Et c'est vrai que quand on fait en tant que client l'expérience nous-mêmes de l'hypnose régressive classique, donc de vraiment de le faire, les choses dans les heures qui suivent, aussi pendant que ça se passe, vont retomber. Je sais que pour ma part, j'ai eu beaucoup de choses où en fait ça retombe, mais on se souvient d'une sorte de routine que l'on avait dans une vie antérieure. On se souvient aussi de choses qu'on n'est même pas forcément allé voir dans cette vie-là, mais qui reviennent. Alors soit par les rêves, soit intuitivement, même des pratiques, des fois très très précises, qui reviennent de ces vies-là. Donc nous on encourage souvent. C'est vrai que l'hypnose régressive assistée d'un télépathe est une chose très très bien, surtout pour une première approche de tout cela, car on peut avoir des peurs, on peut aussi avoir des difficultés à partir en hypnose. Dans un second temps, ça peut être une bonne chose que d'essayer soi-même de faire ce genre de pratique, soit la méditation, soit l'auto-hypnose, soit avec l'hypnose régressive. En tout cas, on le conseille vraiment de se mettre justement dans une position non pas de spectateur par rapport à ce qui se passe, mais de devenir acteur de ce genre d'expérience. Voilà. Cinquième question, beaucoup se disent actuellement des canaux et ils reçoivent très régulièrement des messages sur l'actualité. Est-ce qu'ils ou elles canalisent vraiment et par qui sont-ils informés? Alors, je ne vais pas me risquer à donner une liste des personnes que je recommande ou que je ne recommande pas du tout, et encore moins d'aller regarder lors d'une enquête sur des confrères ou alors je m'autorise pas du tout à faire ce genre de choses. Je me sens pas du tout. Je pense que chacun va trouver, comment dire, réponse à ces questions en fonction de l'endroit où il est dans ses réflexions. Et puis, je pense que chacun attendra les réponses ou trouvera chaussure à son pied, dirons-nous, par rapport à tout ce qui est proposé notamment sur YouTube ou sur Internet. Je pense qu'effectivement, oui, la plupart canalisent vraiment. Euh, je pense que ils sont honnêtes sur ce qu'ils font, tout comme moi, je suis honnête sur ma pratique et sur. On met souvent effectivement des guillemets en disant attention, tout cela est à prendre avec des pincettes. Il faut faire preuve de discernement, c'est important. Je pense que ce serait intéressant de savoir d'où viennent les sources, parce que on met souvent ça en exergue, c'est que il faut savoir d'où viennent les sources, c'est que dans les terres, il est très facile de se faire piéger. Ainsi, lors des sessions clients, on s'est souvent rendu compte que des médiums qui eux, de leur pratique, sont tout à fait honnêtes, en fait, puisent les informations auprès d'entités qui jouent le jeu complètement, c'est-à-dire ils donnent des bonnes informations, à 99%, ou en tout cas 90% du temps, on donne des bonnes informations. Mais à certains moments, on va faire exprès de guider la personne sur quelque chose qui leur convient eux. Donc c'est pour ça que souvent le savoir d'où arrivent les sources, arrivent les informations, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait prendre en compte. Et puis aussi la qualité des messages. Ces messages finalement, est-ce qu'ils vous invitent à une réflexion sur vous-même, à progresser, à essayer d'être dans une démarche positive pour vous, ou est-ce que ça va être venez vers moi, je vais vous donner les informations, je suis la réponse à tous vos questionnements. Voilà, essayez de faire la part des choses, essayez de voir. En tout cas, je ne parlerai pas de nom. Je peux juste vous conseiller des pratiques, effectivement, sur. Par exemple, je sais que ceux qui font des sorties de corps peuvent avoir une expérience qui est en direct avec ce qu'ils voient et peuvent moins facilement se faire duper.
parce qu'ils vont sortir et avoir des informations qui peuvent être plus crédibles que lorsque quelqu'un va chercher des informations et qu'il n'a pas conscience de où il va chercher ces informations. Souvent, on essaie de mettre en lumière le fait que même quand on fait de l'hypnose régressive, les informations dépendent du niveau à la fréquence où on va les chercher. Ainsi, si quelqu'un va tout le temps chercher des fréquences des informations dans les fréquences basses, ils vont avoir des réponses qui seront liées à cette fréquence. Euh, donc voilà, c'est à prendre en compte. Je vous conseille juste effectivement d'écouter votre intuition, de voir ce qu'il vous convient de mieux de faire et de vous diriger vers les personnes qui finalement pourraient vous faire progresser. Ce serait juste le seul conseil que je peux vous donner, c'est de savoir où vous en êtes dans votre démarche et puis de voir ce qui n'est pas en contradiction avec celle-ci et ce qui vraiment va vous donner quelque chose euh, de l'air à votre moulin, on va dire. Donc, voilà. Sixième question, on entend parler récemment d'un éventuel tsunami énorme causé par les élites pour diminuer la population. Alors, il faut savoir qu'ils ont énormément d'idées, ceux qui sont derrière, et qu'ils sont tout à fait disposés à donner toutes les idées qu'ils ont pour nous faire du tort. Faut savoir que ça fait même partie de leur plan de vraiment dispenser leurs idées et qu'ils sont toujours, on tend l'oreille ou un micro, ils seront toujours là pour pouvoir nous donner toutes les solutions qu'ils trouvent pour justement essayer de nous entraver. Et c'est justement intéressant de prendre ça en compte et de savoir que beaucoup émettent juste des idées et ont besoin qu'on ait peur de ces idées pour leur donner corps. C'est pour ça souvent on fait des enquêtes. D'ailleurs, on a beaucoup de listes avec est-ce que vous pouvez aller voir ça, est-ce que vous pouvez aller récemment, c'était sur des enfants qui seraient enfermés, qui seraient maltraités, aller les voir ce qui se passe, aller voir ce qui se passe aux États-Unis avec des arrestations, aller voir. Et on a fait cette enquête, on a fait tout cela, on a eu des informations incroyables. Et à la fin, s'est placé devant nous un être très lumineux qui nous a dit, et maintenant, vous faites quoi de tout cela? Et il nous a expliqué que, en fait, c'était justement le plan de ces êtres-là que de répandre de la peur. Et que on a l'impression d'évoluer ou d'apprendre quelque chose en ayant ce genre d'informations, qui effectivement sont croustillantes, mais en fait génèrent énormément de peur, énormément. Et en fait, cette peur va les aider, va leur donner de l'eau à leur moulin, et c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc, eux, de leur côté, vont être très avoir beaucoup, beaucoup d'informations à nous donner, ou à donner à toutes ces personnes qui cherchent de ce côté-là, car elles ont besoin qu'on disperse ces informations pour créer et générer de la peur. Une fois qu'on connaît cela, on sait que de l'autre côté, du côté beaucoup plus lumineux, en tout cas qui vont dans le sens de l'humain, ils vont être beaucoup plus réticents à donner l'intégralité des réponses et vont donner juste ce que l'on peut recevoir. Il faut juste se mettre, par exemple, en tête le débarquement, par exemple, on ne va pas donner la date du débarquement parce que ça entraverait les plans de ceux qui voudraient libérer l'Europe à cette époque de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, ils ne peuvent pas donner tous leurs plans. Ils ne peuvent pas nous dire exactement quelles sont leurs intentions et puis des fois nous demandent de ne pas diffuser la vidéo ou les informations que l'on a reçues et on respecte tout à fait cela. Donc, par rapport à un éventuel tsunami, il faut savoir qu'il y en a, si on demande, on en a. Il y en a énormément régulièrement et c'est fait pour gérer de la peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça ne veut pas dire que, en tout cas, souvent, c'est pour générer de la peur. Voilà. Je pense que la meilleure chose à vous dire, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle finalement. Car si on sait qu'aux États-Unis, il y a ça qui se passe et finalement, on est tellement loin pour ceux qui sont en France, ils n'auront jamais l'occasion de pouvoir aider à faire quelque chose. À quoi cela sert d'avoir ces informations finalement? Il faut savoir aussi que chaque pays a une mission particulière, que certaines âmes ont été envoyées pour une certaine chose. C'est intéressant de voir, par exemple, qu'aux États-Unis, justement, ce seront des choses très politiques, très sur toutes les sociétés secrètes. Alors qu'en France, il y a un rôle très important à jouer qui serait plus de l'ordre. Alors, spirituel serait peut-être un trop grand mot, mais tout ce qui est par rapport à une mobilisation citoyenne
Ça revient très régulièrement. Savoir que la France sera le fer de lance de toutes ces nouvelles idées qui pourraient émerger, et peut-être que se focaliser plus sur cette partie-là, vu que l'on est en France. Alors je sais qu'on est écouté aussi au Québec, au Canada, euh, mais en tout cas, chacun doit faire sa part. Et peut-être que ceux qui seront au Québec devront justement être plus dans ces informations qu'il faudrait être révélées parce qu'il y a quelque chose de politique là derrière. Mais peut-être qu'en France, la notion justement de démarche citoyenne peut être plus grande. Et juste voir à notre échelle qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce qui est nécessaire pour nous de faire. Peut-être ce serait une clé. Voilà, ce serait mon conseil en tout cas. Septième question. Est-ce vrai que les gens qui se suicident errent dans le bas astral? Alors, oui et non. On va dire que beaucoup, oui. Étant donné que lorsque l'on se suicide, on est dans des vibrations, dans un état d'esprit qui n'engage pas forcément une sorte de libération. Ainsi, on a plus de prédisposition à descendre dans les fréquences et donc à passer dans le bas astral. Si le suicide est vécu comme une libération, alors, une fois décédée, la personne ira plutôt vers monter en fréquence. Alors, il n'y a pas de base et de haut, mais c'est plus simple d'expliquer ainsi que elle va s'élever dans les fréquences et donc atteindre des plans plus hauts et donc plus lumineux. Je pense que le bon exemple par rapport à ça, c'est un film qui s'appelle Nos Solars, Notre demeure en français, un film fantastique par rapport à ça, qui montre finalement le cheminement d'un homme qui décède. Et cet homme qui décède euh, décède avec de mauvaises pensées en lui et va descendre dans le bas astral et se retrouver dans quelque chose de très noir, très lugubre, avec des gens qui errent et oui, c'est très très lugubre jusqu'à ce que pour lui arrive ce moment où il appelle à l'aide. Je crois que c'est Dieu et dit mais tu m'as oublié et se présente quelqu'un de lumineux qui lui propose son aide. Il va sortir de cet endroit pour arriver sur un plan entre la terre et le dessus, où il va comprendre en fait comment ça se passe de l'autre côté. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment, il décide de revenir auprès de ses proches. Et revenant auprès de ses proches, se rend compte, peut lire dans les pensées de ses proches et se rendre compte que des fois, il y a des informations qui lui déplaisent et qu'il va du coup baisser en fréquence et se retrouver dans le bas astral et se rendre compte qu'à cause de ses émotions, il est redescendu, donc va les élever et se pardonner à sa famille finalement et va pouvoir remonter en fait. Donc le bas astral finalement, ce sont des gens qui vont être donc dématérialisés, donc décorporés, et vont se retrouver dans l'environnement qui correspond à leurs vibrations. Ainsi, si les vibrations sont basses, vont être dans un environnement où les vibrations sont basses. Il n'y a pas cette matière pour les garder sur ce plan. Ainsi, ils vont évoluer. Si on sait ça, on peut justement changer de plan. Et si on est complètement soumis à nos propres vibrations, alors il n'est pas possible de choisir là où on va. Voilà. Question suivante. Je souhaiterais savoir s'il existe vraiment sur notre planète Gaïa des extraterrestres. Alors oui. Alors, j'en ai jamais vu de mes propres yeux. Je ne dis que en fonction des informations que l'on peut voir. En tout cas, il faut savoir que oui, il y en a. Et pour ça, ce serait intéressant de voir le paradoxe de Firmin, qui est un scientifique qui observait donc l'espace, et à force d'observer et de découvrir des nouvelles planètes, des exoplanètes, des planètes qui pourraient accueillir la vie, à force d'observer, à force de se rendre compte qu'on vraiment une goutte d'eau dans un univers, et au bout d'un moment, il y a cette réflexion euh, pendant qu'il mange avec ses collègues en se disant mais comment ça se fait que l'on ne trouve rien du tout, aucune source de vie à l'extérieur. Et il en arrive à trois possibilités. Soit effectivement l'humain est vraiment tout seul dans l'univers et est une rareté incroyable, soit, bon, en tout cas, il arrive à tousser jusqu'à la dernière, c'est qu'ils sont partout, mais qu'on est pas suffisamment intelligent ou en tout cas évolué pour pouvoir les voir. Et finalement, je pense que ce serait la dernière, c'est-à-dire qu'ils sont partout, mais que nous sommes vraiment un peu des élèves de maternelle qui ne se rendent pas compte qu'au-delà
de cette maternelle. Et il a toute une ville, tout un village, plusieurs, une école primaire, l'école du collège et aussi du lycée, même de l'université, et que en fait tout ce monde lui est bien indifférent et que lui il ne voit juste que le ballon qu'il veut avoir au détriment d'un autre garçon qui l'a pris et se chamaillent entre eux alors qu'il y a bien plus à voir. Après il faut aussi mettre des guillemets et ne pas tomber dans le schéma classique des films d'Hollywood, qui serait par exemple Men in Black, où ils sont partout et en fait sont d'apparence humaine et ils seraient là. Non, non, ils seraient plutôt sous des formes des dimensions autres, notamment la quatrième dimension, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de nous voir, mais nous n'avons pas la capacité de les voir, car ils sont dans une dimension au-dessus. Et du coup, ce serait plutôt dans ce genre de forme qu'ils seraient en forme complètement physique. Alors, les scientifiques vous diraient oui, il existe et il s'appelle le tardigrade. Je vous conseille d'aller regarder sur Internet. En tout cas, c'est juste une sorte d'insecte qui semblerait être venu d'une météorite, car il arrive à résister à des températures, des pressions incroyables et n'aurait aucune existence sur Terre auparavant. Donc, c'est intéressant de voir cela. Sous forme complètement physique, effectivement, ce serait difficile d'en trouver. Et en cherchant plutôt de ce côté-là, je pense qu'on fait fausse route. Et souvent, les ufologues qui vont sur ce genre de choses ou cherchent des preuves physiques à ce problème, peut-être trouveront des blocages. Alors que si on va chercher plutôt du côté de la physique quantique, de l'espace-temps, et le fait de pouvoir se déplacer en fonction des dimensions, peut-être là il y a quelque chose à creuser, étant donné que nous on les voit souvent dans d'autres dimensions, et pouvoir souvent passer d'une dimension à l'autre, savoir qu'il y a certains êtres qui ont la capacité, par exemple, d'être dans la quatrième et de passer dans la troisième, en tout cas c'est ce qu'on voit nous en hypnose régressive, et que nous, en troisième dimension, nous n'avons pas la capacité de passer dans la quatrième et même de les percevoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on passe en cinquième, euh, car eux, étant sur la quatrième dimension, eux n'ont pas accès à cette cinquième dimension et donc perdraient l'emprise qu'ils ont sur nous. Voilà, c'est pour répondre, en tout cas de mon point de vue, à cette question. Alors, neuvième question, comment se fait-il que les reptiles qui ne sont pas évolués peuvent parcourir l'espace? Ce n'est pas réservé à des êtres très évolués spirituellement. Alors, en fait, là, je pense que c'est pas élevé spirituellement, mais plutôt technologiquement, car comme je viens d'expliquer, nous sommes des élèves de maternelle et nous avons en tout cas officiellement, une avancée technologique qui ne nous permet pas de nous déplacer dans l'espace. Mais effectivement, si on peut imaginer un vaisseau qui peut passer d'une dimension à l'autre, alors ça devient très très simple de voyager sur des distances qui nous paraissent impossibles. C'est-à-dire que on peut avoir un objet qui aurait cette capacité de changer de dimension, donc de disparaître et d'être sur une autre dimension, et une fois d'être sur cette autre dimension, de faire parcourir un chemin ou de se télétransporter, et d'arriver à cet endroit pour se rematérialiser et apparaître à un autre endroit dans notre espace-temps, dans la troisième dimension. Voilà comme ça, enfin en tout cas c'est ce qu'on peut voir dans l'hypnose régressive, c'est qu'il n'y a pas du tout des vaisseaux qui pourraient voyager à l'espace plus vite que la lumière. Ce serait bien trop contraignant. Et puis il faudrait savoir aussi que juste un grain de sable dans l'espace à cette vitesse détruirait un vaisseau entier s'il n'a pas cette capacité de se protéger. C'est tellement plus simple pour eux de changer de dimension et de se déplacer sur un espace beaucoup plus éthéré pour après réapparaître sur un autre champ, un autre plan. Donc voilà. Ce serait en tout cas ma réponse, hein, il y en a bien d'autres, hein, et je ne suis pas un ufologue, je ne peux pas, je peux juste donner mon indication par rapport à ce que l'on peut voir, en tout cas dans les sessions d'hypnose régressive. Voilà. Je vais conclure aujourd'hui donc cette première partie. J'en ferai une deuxième parce qu'on m'en a vraiment posé beaucoup beaucoup de questions et ça peut être un format intéressant que de répondre à toutes ces questions qui me sont posées. En tout cas, merci de les avoir posées et puis j'espère que vous continuerez à être lumineux dans vos commentaires. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil, ça nous fait plaisir et nous donne envie de continuer encore plus à faire des vidéos. Et on va essayer de continuer dans cette direction. Donc je vous remercie à tous de votre passion par rapport à tout cela. Merci à vous.